Comment faire face au vieillissement des Européens, mais aussi à la pénurie de professionnels de santé dans ce domaine? Si les plus de 65 ans représentent 20% de la population actuelle, ce chiffre atteindra les 26% en 2050. Un rapport des académies de médecine a fait des propositions pour faire face à ce que certains appellent le mur gériatrique. Le président de ce rapport européen sur le mieux vieillir est avec nous. Jean-Pierre Michel, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur honoraire de médecine à l'Université de Genève, expert auprès de l'OMS. Et pour apporter un regard plus sociologique, Jérôme Pellissier, sociologue, bonjour à vous. Bonjour. Déjà, docteur, à partir de quel âge on est vieux ? Si je puis dire ainsi, je sais que c'est un peu péjoratif peut-être. Non, mais on commence à vieillir dès la conception. Donc on vieillit, c'est une longue trajectoire de vie. Et donc on vieillit tous les jours. Donc il n'y a pas d'âge où on commence à être plus vieux qu'à un autre moment. L'espérance de vie joue également dans tout ça? Oui, l'espérance de vie. Oui, bien sûr. Mais ce qui concerne, ce qui est le plus important, c'est en fait l'espérance de vie sans incapacité. Et là, on a des problèmes. Dans tous les pays du monde. Alors en France, par exemple, aujourd'hui, l'espérance de vie est de 82 ans, oui. 72 ans au niveau mondial, oui. 52 ans en 1960, signe qu'on ne vieillit pas aujourd'hui de la même façon qu'hier. Eh bien non, pas du tout. Tout à l'heure, vous avez eu un reportage par rapport aux problèmes écologiques et vous avez parlé du Niger. Et au Niger, l'espérance de vie à la naissance est toujours de 52 ans. Donc il faut considérer que nous, en Europe, on est des chanceux puisqu'on peut vivre 2 ou 3 décennies de plus, ce qui est fabuleux. Jérôme Pellissier, quelle est l'image justement du vieillissement aujourd'hui dans la société actuelle? Souvent un peu en retard justement par rapport à l'évolution démographique, parce que vous l'avez dit, on n'est pas du tout vieux aujourd'hui au même moment qu'on l'était il y a 50 ans. Des Européens de 60 ans aujourd'hui ne sont pas vieux. Alors qu'avoir 60 ans dans l'Europe d'il y a un siècle, c'était être une personne âgée. Donc, tout dépend du regard qu'on va porter. Si on considère que tous les 60-70 ans sont vieux, c'est vrai qu'à ce moment-là, il y a plein de vieux en Europe. Si on considère que les 60-70 ans européens ne sont pas vieux, il n'y a pas tant de vieux que ça en Europe. Donc, le péril vieux, ça dépend de la manière dont on regarde les gens, beaucoup. Et puis, le mur des vieux, ça n'existe pas. C'est de l'agisme. Le mur gériatrique, oui, non, pas du tout. Ça n'existe pas. Non, pas du tout. Vous avez provoqué quelque chose en nous. Alors justement, avant de poursuivre, on va voir que la retraite a parfois quelque chose de bon. Aujourd'hui, dans cette société de voyage sur mesure, on gère un dossier comme on en voit de plus en plus. Ça, c'est les documents du voyage pour Bangkok, Laos, Cambodge. C'est un couple de jeunes retraités qui ont décidé de partir plus de 3 semaines en Asie du Sud-Est, qui voulaient voir des temples, qui voulaient se faire plaisir. Se faire plaisir, désormais les nouveaux retraités veulent profiter de la vie et en ont les moyens. Ils sont en forme, ils sont en santé, nos seniors, ils ont envie de découvrir. Des destinations lointaines, des vacances dynamiques. Dans ces offres, le secteur touristique dans sa globalité s'est adapté à ces nouveaux consommateurs. On a de plus en plus d'hôtels qui refusent les enfants. Et puis, on voit aussi au niveau des activités. C'est-à-dire que beaucoup d'activités sont proposées pour des gens qui n'ont pas forcément 20 ans, qui ont d'autres intérêts. C'est une tendance générale ces dernières années. Les entreprises proposant produits et services aux seniors ont fleuri dans des domaines aussi variés que la santé, l'immobilier ou même la finance. Dans cette banque, on a vu en cette génération un filon, un fonds d'investissement nommé Golden Age, leur est même dédié. Il regroupe des sociétés qui tirent en moyenne la moitié de leurs revenus du marché des seniors. L'idée, c'est vraiment de trouver de la croissance durable. Donc, on pense que la tendance est très puissante, donc il y a de plus en plus d'entreprises qui viennent répondre à ces besoins aux envies des personnes âgées. De phénomènes problématiques à marché d'avenir, donc, le regard que porte la société et surtout les investisseurs sur les seniors a bien changé. Alors là, on a parlé du pendant économique, mais j'imagine qu'il y a une différence entre les cultures, entre les pays, et également dans cette image du vieillissement. Oui, déjà, de nouveau, différence entre les seniors aisés, qui représentent une petite partie de la population, et les vieux. Les seniors qu'on a vus là ne sont pas des vieilles personnes et les seniors aisés ne représentent pas du tout l'ensemble des seniors et des vieilles personnes de France. Les retraités en France ont à peu près le même niveau de vie que les actifs. Donc on devient pas, de même qu'on ne devient pas vieux tout d'un coup à 60 ou 80 ans, on ne devient pas riche à 60 ou 80 ans si on n'était pas avant. Voilà, donc c'est par rapport à cette vision un peu des seniors aisés. Et dans les autres cultures, alors comment ça se passe? Dans les autres cultures, après ça va dépendre des pays, mais ça c'est la même chose, c'est-à-dire que dans toutes les cultures
cultures du monde, enfin dans tous les pays du monde actuellement, vous retrouvez le même phénomène, c'est-à-dire une petite partie de la population alors tout dépend quel âge on prend, de la population des seniors ou des personnes âgées, qui se retrouvent souvent pour des raisons, enfin voilà, liées à l'économique dans des situations plutôt favorisées, et puis une grande partie des retraités ou des personnes âgées qui sont dans des situations plus difficiles. Après, c'est pas au même âge. Tout ce qui va changer, c'est que c'est pas au même âge selon les pays. Au Niger, en effet, on n'est pas une personne âgée au même âge qu'en France. Et on est considéré différemment également, non? Au Japon, par exemple, comment ça se passe? Alors le problème que vous avez évoqué, c'est d'être en bonne santé. Alors qu'est-ce que c'est que la bonne santé? C'est ce que vous avez évoqué tout à l'heure. La Margaret Chan, qui était directrice de l'OMS, a dit qu'être en bonne santé, c'était pas ne pas avoir de maladie, mais c'était être capable de fonctionner dans la vie de tous les jours. Et ce que vous nous avez montré tout à l'heure, c'est que ces personnes étaient jeunes fonctionnellement. Ils étaient capables, non seulement avec des moyens, mais capables d'aller en bateau, d'aller se promener de partout. Et au Japon, c'est un peu la même chose. Vous voyez, regardez ces personnes âgées qui font des mouvements de gymnastique en Chine ou au Japon. Elles sont respectées, elles sont extrêmement respectées, beaucoup plus que dans nos civilisations d'ailleurs. Mais il y a aussi ce phénomène des ikikomori, ces personnes qui sont recluses au Japon. Ça aussi, c'est une réalité. Quand on devient plus âgé, on a tendance à se refermer. C'est ce qui se passe dans les sociétés comme le Japon, où la valeur travail est mise en avant. Oui, la valeur travail est mise en avant, mais ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Parce que, en fait, beaucoup de personnes qui sont à la retraite à 60 ans, 62 ans ne savent plus quoi faire par la suite. Donc il faut aussi une préparation à cet âge qui augmente de plus en plus. Et il est évident que rester 20 ou 30 ans à la retraite sans avoir d'activité est un problème. Travailler trop longtemps, c'est aussi un énorme problème, certainement au point de vue santé, mais ça apporte aussi beaucoup de choses à l'ensemble des générations qui sont derrière vous. Et il y a des échanges qui se passent qui sont absolument majeurs entre les jeunes générations et les vieilles générations. Est-ce que les politiques, la société même, a une responsabilité dans cette considération ? Elle en a une sur la manière, alors vous avez parlé de la santé, elle en a une sur la manière par exemple dont on fait de la prévention ou pas pour éviter justement qu'il y ait toutes ces années d'incapacité. Elle en a une sur, vous avez parlé de l'isolement, alors en précisant là aussi, l'isolement est une maladie occidentale qui ne touche pas que les vieilles personnes. Mais voilà, plus vous êtes vieux, plus vous avez des cumuls de facteurs de fragilité possibles. Une mauvaise santé, plus la perte de certains proches, etc. Donc l'isolement, on risque plus de l'isolement aujourd'hui à 90 ans qu'à 40. Mais il y a aussi beaucoup de quadragénaires qui souffrent d'isolement. Mais donc, tout dépend aussi de la manière dont les politiques vont se saisir de ces questions-là. La prévention, elle ne commence pas à 80 ans. Si on veut éviter que des personnes de 80 ans soient malades ou isolées, il faut s'arranger pour qu'à 40, 50, 60, elles soient bien incluses dans la société dans laquelle elles vivent. Ça commence beaucoup plus tôt. Et justement, docteur, vous dites dans votre rapport qu'il est important de transformer cette image, cette éducation à la santé dès le plus jeune âge, dès l'école? Alors, le mot qui a été le plus souvent prononcé pendant ce groupe de travail, c'est éducation. Éducation dès l'enfance, pour montrer que le vieillissement, c'est un phénomène tout à fait physiologique qui concerne tout le monde, c'est un phénomène inéluctable. Et ensuite, éducation au niveau de toute la vie, parce qu'on apprend tout le temps, et quand on n'apprend plus, on devient vieux. Donc ça, c'est un problème. Alors, vous dites dans votre rapport, vous conseillez de limiter les passages à l'hôpital ou aux urgences des personnes âgées. Partie Pourquoi particulière du rapport. Parce que d'une part, il y a des temps d'attente absolument catastrophiques au niveau des urgences, que d'autre part, les malades qui vont aux urgences vont souvent pour des chutes, et les chutes représentent en France, par exemple, 9000 décès par an. Donc ça, c'est la prévention de ces chutes qui permettra dans la communauté d'éviter ces passages. Et puis ensuite, les transferts à l'hôpital, plus on reste à l'hôpital, plus on a des problèmes de complications. Et simplement un exemple, quand une personne âgée qui est déjà un petit peu mal nourrie à la maison a une maladie, elle devient plus mal nourrie, elle rentre à l'hôpital, elle reste alitée 3 jours, elle perd 1 kilo de muscle. Donc elle est encore incapable de se réhabiliter, de se refonctionner. Donc plus on évitera ces passages aux urgences, plus on raccourcira les durées d'hospitalisation, plus on aura de succès dans le vieillissement. Mais le problème, c'est que l'Europe manque de professionnels, 1 million selon votre rapport. Comment faire alors ?
Alors, le problème, c'est que c'est presque un tout petit peu trop tard pour réagir, parce que pour former un médecin, il faut entre 10 et 14 ans. Pour former une infirmière, il faut 5 à 6 ans. Donc, au total, il faut se dépêcher d'agir et d'agir le plus vite possible. Sinon, ça va être une véritable catastrophe quand nous tous serons très vieux. Et vous dites que pour y arriver, pas besoin de plus d'argent, il suffit de mieux faire avec les budgets actuels. Exactement. Alors, pourquoi ? Parce que quand on fait de la gériatrie et qu'on travaille avec ce type de population, on se rend compte qu'on a une approche tout à fait différente de celle de la médecine interne, de la médecine classique et de la médecine d'organes. Et il faut arriver à passer de la médecine d'organes à la médecine fonctionnelle. Et si on arrive à garder des personnes très âgées qui sont complètement fonctionnellement indépendantes et autonomes, à ce moment-là, on aura tout gagné. Alors, dans votre rapport, vous dites que les progrès technologiques vont transformer le bien vieillir. En quoi, au juste ? Alors, vous avez raison. Certainement, si j'avais 20 ans et que j'avais tous les jours j'étais en train de geeker ou en train de m'occuper de ça, je vais avoir une autorisation d'utiliser toute cette technologie tout au long de ma vie. Les personnes âgées d'aujourd'hui qui n'ont pas eu cette habitude de technologie dans la vie de tous les jours ont beaucoup plus de mal à s'y mettre. Alors effectivement, il y a beaucoup de progrès qui ont été faits. Actuellement, je crois qu'en France, 83% des personnes de plus de 65 ans utilisent des smartphones ou des computers et autres. Donc c'est vraiment fabuleux, communiquent avec la famille. Mais pour le maintien à domicile, par exemple, la technologie ne sert pas à beaucoup de choses. Elle est peu encore développée, elle se développera beaucoup plus, mais de toute façon, la technologie ne veut pas remplacer l'humain, et l'humain est absolument fondamental. Et face à cet enjeu alors, du vieillissement, est-ce qu'on peut considérer que l'immigration est une bonne chose, par exemple ? Est-ce que c'est un argument qui pourrait passer ? Vous parliez des métiers, par exemple, du prendre soin. Si on a besoin, alors surtout dans certains pays d'Europe qui n'ont pas la même démographie que la France, mais si on a besoin, en effet, d'infirmières, d'aides-soignantes, etc., l'immigration peut être intéressant. Et c'est beaucoup plus intéressant de former une infirmière ou une aide-soignante que de mettre un robot assistant de compagnie qui, en effet, ne peut pas remplacer ce qu'apporte un humain dans la relation. Et ce sera le mot de la fin, Jérôme Pellissier. Un dernier mot peut-être ? Je voulais simplement rajouter quelque chose, c'est qu'il ne faut pas oublier que si la formation se fait dans un pays qui est moins riche que le pays d'accueil, on est en train d'appauvrir encore plus le pays. Jean-Pierre Michel, merci. Je rappelle que vous êtes professeur honoraire de médecine à l'Université de Genève et président du rapport européen Transformons le futur du vieillissement. Merci également à vous, Jérôme Pellissier, sociologue.